Bruno de Vauchel, peut-être. Olivier Servet parle d'éducation au numérique. Qu'est-ce que ça peut représenter aujourd'hui? Je ne vais pas répondre précisément à cette question-là. Je vais détourner par rapport à une question qui a été posée ce matin, mais qui va revenir à cette question-là. C'est que nous observons aujourd'hui deux grands types d'usages du numérique. Il y a ce qu'on appelle les usages un peu avancés, dont on parle avec l'addiction, avec les gens très passionnés. Puis il y a ce qu'on appelle les usages ordinaires. Or, ce qui est en train de se produire en termes de transformation de l'éducation, de transformation de l'enseignement, c'est justement le développement de pratiques ordinaires, de pratiques quotidiennes. Et ces pratiques quotidiennes sont assez modestes, en fait. Elles sont assez modestes, mais elles s'infiltrent petit à petit dans les modes de vie. Elles sont assez souterraines et elles ne sont pas faciles à repérer pour l'anthropologue ou l'ethnologue ou le simple observateur ou le sociologue qui observe. Observer ces éléments-là, c'est très fin. En fait, vous le voyez vous-même, vous êtes en quelque sorte dans cette posture en tant qu'enseignant avec vos élèves, à voir apparaître à travers des comportements, des fois apparaître des sortes de signaux, d'indicateurs de cette évolution. Et du coup, pour enseigner, il faut pouvoir prendre en compte ces changements qui sont en train de se produire. Et ce n'est pas évident parce qu'ils ne sont pas homogènes. On sait très bien que la façon dont les jeunes entrent dans le numérique en fonction de leur culture, en fonction de leurs moyens, en fonction d'un certain nombre de contextes qu'ils vivent, ont des pratiques extrêmement variées, extrêmement différentes. Il serait très dangereux d'abord de mettre tous les jeunes dans le même paquet, de mettre toutes les pratiques dans le même paquet, et de s'apercevoir que l'enseignant aujourd'hui est confronté à l'incertitude. Et le numérique augmente la quantité d'incertains dans l'espace de classe. Et donc, enseigner aujourd'hui, et évidemment apprendre, c'est arriver à faire en sorte que de cet incertain, un peu de cet embrouillamini d'informations qui sont réelles, qui ne sont pas réelles, qui sont des croyances, qui sont des convictions, qui sont des observations, qui sont, je dirais, une sorte, alors on parle de nuages, on pourrait parler à ce moment-là de kaléidoscope, comment faire en sorte que ce kaléidoscope, à un moment donné, prenne un peu sens et un peu forme. Et la grande difficulté justement de ces usages ordinaires, c'est qu'il introduit cette diversité et que l'enseignant doit essayer de structurer tout ça à l'intérieur d'un groupe et à l'intérieur de structures qui ne sont pas faites pour ça. Et là, en ce moment, on sent bien que ça devient de plus en plus délicat. Alors, c'est souvent souterrain pour l'instant. Donc, les élèves sont finalement assez sympas. Ils respectent assez bien l'école globalement. Il y a de temps en temps qui s'énervent, mais globalement, ils restent encore assez sympas. Mais il se pourrait bien que ça se décante petit à petit, que ça devienne plus difficile. Plus difficile parce qu'ils vont commencer à nous demander des comptes. Vous dire, attendez, vous, là, ça fait maintenant 20 ans que c'est là, donc il faudrait peut-être quand même commencer à bouger un petit peu, vous voyez ce que je veux dire, hein, arrêtez de dire, ah ben c'est bien, mais pour l'instant, on verra plus tard. Donc il y a cette dimension-là, et donc le rapport au réel change, mais il change de manière beaucoup plus insidieuse que pour des populations, je dirais, entre guillemets extrêmes, la population des geeks, la population des passionnés, ou la population des opposants, systématiquement. Marcel Lebrun, on vient de parler peut-être de la différence entre un usage extraordinaire, addictif, et puis l'usage ordinaire. Est-ce que lorsque des questions d'examen fuitent sur Facebook, on doit craindre l'inconnu ou on doit se réjouir finalement d'un usage ordinaire qui s'impose dans la population? Question pertinente ou impertinente, je ne sais pas encore, mais moi j'ai envie quand même de retourner cette question. Est-ce que si vraiment on peut rendre virtuel quelque part, on peut diffuser, on peut communiquer des questions d'examen, et bien souvent, parce que les questions c'est une chose, mais aussi les réponses, les attendus, moi je m'interroge surtout sur le sens des questions d'examen. Parce que si finalement elles peuvent être diffusées et répondues, ben, quel est le problème? Il y a les questions et les réponses. Donc je fais un parallèle finalement avec tout ce qu'on nous a dit sur le plagiat. On pourrait dire que c'est une sorte de forme de plagiat puisqu'on copie les réponses du professeur, ses questions et ces choses-là. Et moi j'ai souvent répondu, ben, si vous demandez à vos étudiants des travaux qui peuvent être résolus par un plagiat, ben, vous recevez du plagiat et j'ai envie de dire c'est bien fait pour vous. Et donc, quelque part, si ces questions d'examen peuvent être aussi facilement diffusées au point tel de créer une crainte, mais l'étudiant va donc pouvoir fournir la réponse, ben, quel est vraiment le statut de cette question d'examen qui est tellement fermée que je peux diffuser sa réponse.
Et donc, moi, ça me pose surtout cette question-là. Et donc, c'est la question de l'évaluation que vous me posez là, l'évaluation de ces savoirs qui finalement sont disponibles. Comme je dis souvent, métaphoriquement, les étudiants, ils attendent de moi que je leur enseigne des choses qui ne sont pas sur Internet. Je crois que c'est ça qu'ils me disent. Enseignez-nous ces choses-là. Et si elles sont sur Internet, elles y sont. Tantôt, Bruno a parlé, s'ils se copient et que vous arrivez à faire des processus d'évaluation, par exemple, je reçois 4 étudiants qui ont fait un travail. On me dit souvent, oui, mais comment être sûr que chacun est... Moi, je leur dis, les conditions, c'est que je pose une question sur le travail à n'importe quel des étudiants. Et à ce moment-là, le plus fort qui a fait le travail tout seul, il a intérêt à expliquer au plus faible, donc à enseigner au plus faible. Et donc, vous voyez, cette question de l'évaluation, là, le fait qu'on diffuse les questions, vous savez, de mon temps, c'est-à-dire dans les années 70, on vendait les tuyaux d'examen, là, en haut de la rue des Wallons. Hein. Alors, le numérique a amplifié tout ça, oui, peut-être changer nos modes d'évaluation... ce que nous attendons d'un examen, c'est peut-être la réponse. Merci Marcel Brun. Bruno Schröder, peut-être d'un point de vue plus technique, on vient de voir passer un tweet justement. Est-ce que finalement l'intérêt pour le numérique et les nouveaux comportements survivront aux grands groupes industriels? Est-ce qu'une fois Microsoft ou Facebook ou Google morts, le rapport au numérique survivra? Oui, sans aucun doute. Et je pense que le rapport au numérique ne dépend pas des grands groupes industriels. La capacité que nous avons maintenant à rentrer des informations à partir du smartphone, je dirais, elle est complètement indépendante des groupes, en dehors du fait qu'il faut bien que quelqu'un fabrique ces appareils-là. Mais dans la session que j'ai donnée tout à l'heure, j'ai mentionné le fait qu'il y avait maintenant quasiment 7 milliards de souscriptions GSM dans le monde. Et l'industrie fabrique à peu près 1,5 milliard, on approche des 2 milliards de smartphones par an. Donc voilà, dans 3-4 ans, quasiment tout le monde sur la planète aura un smartphone et la connexion au smartphone, elle passe par les réseaux sans fil des opérateurs télécoms et la relation qui se fait entre personnes qui échangent de l'information, elle est complètement indépendante des groupes industriels. Donc oui, allez, sans le moindre problème. Alors on va peut-être voir une 3e vidéo de Guy Beau qui dure 3 minutes, donc vous pouvez vous déplacer. On va voir finalement sa réponse en un peu plus que 15 secondes à la question qui a été posée. C'est-à-dire en faisant prévaloir l'immatériel, elle modifie à peu près toutes les activités humaines. Prenons les choses de manière simple. Si vous prenez un smartphone dans votre main, là, si vous imaginez que dans votre main, là, à portée de votre pouce, vous avez tout le savoir du monde à votre disposition, comme quelques fractions de secondes. Vous pouvez, je ne sais pas, télécharger tous les textes de Sainte Thérèse de Lisieux, vous pouvez télécharger tous les livres d'Aristote ou de Cicéron ou de Sénèque, et vous pouvez regarder n'importe quel film du monde entier, ou tous les musées de peinture du monde entier, là, à portée de vous, vous avez tout d'un coup un sentiment de vertige, c'est-à-dire, et on ne peut pas ne pas se réjouir de cette mise à disposition de tous les hommes de la Terre, de tout le savoir humain, et cela 24 heures sur 24 de n'importe quel point du globe. Ça, c'est quelque chose d'inimaginable et de formidable, avec immédiatement après la réserve qu'il faut formuler et la critique qu'il faut apporter à cela, le danger de cela, c'est tout le savoir humain à portée de notre pouce, ça pourrait nous incliner à confondre le savoir avec la culture. Il y a très longtemps, Michel Serres me disait en riant, mais c'était un rire prémonitoire, il disait: Jean-Claude, il faut que nous nous habituions à l'idée qu'on va voir apparaître un type anthropologique nouveau qui sera le prix Nobel analphabète. Le prix Nobel qui aura un savoir incommensurable et qui, sur le plan de la culture et de la civilisation, sera ignare.